Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Mapping Motion. Aujourd'hui, je fais une vidéo questions-réponses. Donc en fait, la semaine dernière, j'ai publié un questionnaire justement où je vous pose quelques questions qui vont me permettre tout au long de l'année de pouvoir vous créer un contenu qui va être vraiment adapté à vos besoins. Dans le questionnaire, il y a un moment où je vous propose de me poser une question directement pour féliciter ceux qui ont pris la peine de répondre au questionnaire, et vous avez été nombreux déjà pour le moment. J'ai sélectionné une dizaine de questions qui entrecoupent finalement plus de questions que ça. Il y a plusieurs personnes qui posaient à peu près des questions équivalentes, donc j'ai fait une sélection de 10 questions qui étaient vraiment pertinentes et qui semblaient vous poser problème. Et donc je vais y répondre sous forme de vidéo. Alors je ne sais pas si je vais tout mettre dans une même vidéo ou si ça va être une série de plusieurs vidéos. Ça dépend combien de temps je prends pour répondre à ces questions. Je commence tout de suite par une première question qui m'a été posée par Dominique. Comment trouver de l'inspiration? Alors c'est une bonne question. Pour moi, d'abord la première chose, c'est mobiliser sa culture. L'inspiration, elle ne vient pas de nulle part, ça veut dire qu'on a tous une culture personnelle et ça peut venir des choses qu'on aime tout simplement. Si on aime le cinéma, si on aime la bande dessinée, les jeux vidéo, peu importe, il n'y a aucune sous-culture. Dans un premier temps, c'est sûr que la meilleure manière d'avoir de l'inspiration, c'est de regarder des films, lire de la bande dessinée, de regarder du côté du design graphique, enfin ça fait sens, tout ce qui touche à l'image. Mais vous pouvez aller un petit peu plus loin et faut pas avoir peur d'aller chercher en dehors des choses entre guillemets qui seraient connexes au motion design. Donc des choses qui sont inspirantes et qu'on pense pas forcément, c'est par exemple d'aller à l'opéra. Vous pouvez trouver des opéras en ligne, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller sur place, mais tout ce qui va mélanger finalement mouvement et son. Donc les spectacles de danse, les concerts, la musique, tout ce qui finalement va mélanger image, mouvement, son. Personnellement, moi, la bande dessinée et les jeux vidéo, je trouve que c'est aussi super parce que la bande dessinée, finalement, c'est une succession d'images fixes mais qui doivent nous donner l'impression d'un mouvement, en tout cas général, et puis on raconte une histoire avec quelques cases, donc pour faire un storyboard, c'est juste parfait. Et puis les jeux vidéo, voilà, des jeux vidéo comme Cuphead, par exemple, ils ont été faits en image par image. En tout cas, toutes les animations ont été faites de leur côté image par image, et puis après, ça a été intégré dans le jeu. Donc c'est des super exemples, il y a plein de jeux vidéo indépendants qui ont des super graphismes et des super animations. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. En tout cas, moi, c'est ce qui m'inspire. Donc j'espère avoir répondu à ta question, Dominique. Une question de Laurent. Comment se lancer dans le métier? Faut-il maîtriser 15 logiciels pour débuter? Alors c'est une bonne question, Laurent. Non, je vais commencer par te répondre que non. C'est pas nécessaire de maîtriser 15 logiciels. Même si, je ne vais pas te mentir, plus tu connais d'outils, plus tu as de possibilités pour faire tes animations et tes créations. Après, oui, il y a un socle de base à maîtriser. C'est sûr que c'est les indispensables comme la suite Adobe, donc les classiques Photoshop, Illustrator minimum, After Effects, c'est sûr. Et après en 3D, en ce moment, c'est quand même Cinema 4D qui est le fer de lance des motion designers, mais ça peut être un soft comme Blender ou... Et encore, tu peux ne pas du tout faire de 3D, donc ça dépend vraiment de ce que tu veux faire avant tout. Le motion design, c'est une discipline qui est très exigeante parce qu'elle nécessite de grosses compétences artistiques, plus d'un solide bagage technique. Mais la technique, finalement, c'est vraiment ce qui va être la chose pour moi qui va être un peu secondaire, parce que si tu es très à l'aise pour faire du stop motion, tu peux très bien, si tu es très à l'aise en dessin, tu peux très bien faire de l'animation juste en sachant dessiner, et tu n'as pas forcément besoin d'avoir des compétences techniques et de logiciels importantes. Donc non, n'aie pas peur au niveau de la technique, concentre-toi, et je suis sûr que tu en connais déjà pas mal, plus que tu ne crois, mais si tu maîtrises Photoshop, Illustrator, tu peux faire de l'animation sur Photoshop. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Donc voilà, je continue sur une question de Stéphanie de Marigné. Comment se différencier des autres motion designers? Comment convaincre un client de me choisir plutôt qu'un autre? Alors pour moi, il y a différentes manières de se différencier de la concurrence, on va dire. C'est premièrement ton style. Est-ce que tu as un style graphique particulier? Ça peut vraiment être l'élément qui va faire qu'on va te choisir plutôt qu'une autre personne, parce que tu corresponds au projet en question, au projet du client. En tout cas, le client se retrouve et peut se projeter avec ton style pour son projet. Deuxièmement,
ça peut être par ton secteur. Ça veut dire que si tu t'es spécialisé ou si tu as déjà effectué un positionnement dans un secteur particulier, ça peut t'aider. C'est sûr que si tu as une expertise d'un secteur, par exemple comme les jeux vidéo, une compagnie qui travaille dans les jeux vidéo va forcément te choisir toi plutôt qu'une autre. Alors, tu peux te différencier aussi par ton professionnalisme. Ça veut dire, là c'est peut-être des recommandations, ce qui va te permettre de te différencier d'une autre personne. Finalement, ça va être dans un second temps, on va t'en proposer un premier projet, mais dans un second temps, on va se rappeler de toi parce que tu es quelqu'un qui délivre en temps et en heure ce qu'on te demande. C'est déjà pour n'importe quel freelance, c'est vraiment la première chose à respecter, quoi. C'est promettre des deadlines qu'on peut respecter. Donc ça m'amène à une deuxième manière, ça peut être ton processus, c'est d'expliquer, par exemple entre deux personnes, entre deux freelances, la personne qui va me répondre avec un email et un échéancier, je vais me dire qu'elle a déjà réfléchi à comment aboutir la demande que je lui fais. Elle a déjà créé donc un planning et avec des dates de rendu et des dates de meeting. Donc ça, pour moi en tout cas, c'est un élément qui est très important. Le truc le plus important, c'est de ne jamais te différencier vis-à-vis du prix. Alors, ça compte, le prix, c'est important, hein. Tout le monde a envie d'avoir une prestation la moins chère possible, mais il ne faut pas que ça soit l'argument qui fasse qu'on te choisisse plutôt qu'une autre personne. C'est jamais un bon argument parce que si les gens se disent que t'es pas cher, c'est qu'ils risquent de te faire plus chier encore. C'est pas parce que tu coûtes moins cher qu'on va t'en demander moins. Donc vaut mieux justement au contraire, par tous tes autres principes de différenciation, par ton style, par ta spécialisation dans un secteur, par ton professionnalisme, par tes idées, ta vision du métier, vaut mieux que ça te serve à justifier un prix élevé que l'inverse. Ne jamais se différencier par le prix, c'est pour moi primordial. Alors là, j'ai une double question. Donc, Sophie d'Aix-en-Provence qui me demande combien de temps pour apprendre les bases du motion design d'après toi. Et j'ai également Serge qui est graphiste et qui me demande combien de temps faut-il en général pour bien connaître After Effects. Je vais regrouper les questions de Serge et de Sophie ensemble. Alors, combien de temps pour apprendre le motion design? Ça dépend vraiment de votre background. Là, Serge, par exemple, est graphiste. Il a 40 ans. Il a déjà donc pas mal d'expérience en design graphique. Lui, s'il se met à fond dans After Effects ou à fond dans un logiciel 3D, il peut vraiment apprendre la technique de manière assez rapide. Vu qu'il a déjà son bagage de designer graphique, ça va aller beaucoup plus vite. Pour Sophie, qui a 23 ans, si vraiment tu n'as jamais touché au design graphique, il va falloir que tu apprennes aussi beaucoup cette manière-là. Et la difficulté avec l'apprentissage du design graphique, c'est qu'on n'a pas de contenu sur le web, beaucoup moins en tout cas. Donc peut-être que ça va être d'apprendre ça dans un cursus BTS, ou sinon c'est de toi-même, d'aller dans les bibliothèques, d'acheter ou d'emprunter des livres sur le design graphique, apprendre d'où vient le design graphique, un peu l'histoire, les principes, vraiment savoir connaître les principes des roues chromatiques, de la typographie, savoir que la typographie c'est un langage et ça a des codes. Pareil, apprendre, lire des ouvrages sur la sémiologie, voilà, plein de choses qui vont être utiles. À comprendre quand même l'animation, ça prend du temps, mais ça va aller beaucoup plus vite. Si tu viens du montage vidéo, ça peut aussi t'aider vraiment, parce que tu vas déjà avoir un sens du rythme et un sens du montage image-son, ce qui va être vraiment important. Maintenant, tout dépend vers quoi tu veux tendre. Si tu veux tendre vers la 3D, c'est sûr que ça va te prendre quand même un peu plus de temps que si tu veux simplement animer tes illustrations sur After Effects. Si tu es déjà une illustratrice et que tu veux simplement animer tes créations ou tes designs graphiques, ça va aller un peu plus vite. Ça peut vraiment être en quelques mois, en étant bien guidé. Donc tout dépend d'où tu viens. Si tu as juste besoin de consolider des compétences techniques, ça peut aller très vite. Tout dépend quel objectif, c'est vraiment au cas par cas. Alors j'ai une question de Johan, 34 ans, qui vient de Nantes. Comment faire pour optimiser son temps d'apprentissage? Problème de manque de temps. Alors, Johan, c'est une très bonne question. Je pense que j'y ai déjà un petit peu répondu avec la question précédente. Pour moi, pour optimiser son temps d'apprentissage, ça va être la régularité et l'organisation. Donc régularité, c'est un petit peu tous les jours ou un petit peu chaque semaine. Et l'organisation, c'est de créer des blocs avec des domaines spécifiques d'apprentissage. Ça veut dire pendant un mois, tu vas apprendre tous les jours des choses sur l'animation de texte.
Le mois suivant, tu vas apprendre des choses sur l'animation de personnages. Le mois suivant, tu vas apprendre sur un autre domaine, peut-être un logiciel 3D. Mais c'est vraiment de te créer des blocs comme ça pour vraiment comprendre un peu les principes et puis comprendre les principes de ce que tu apprends et pas faire un tutoriel sur l'animation d'un personnage, le laisser de côté pendant des mois et revenir dessus un an après. Finalement, tu n'auras pas acquis vraiment des bases solides dans ces domaines-là. L'organisation, ça passe aussi par quel type de motion design tu veux faire et puis toi, quel type de motion designer tu veux être. Peut-être que tu as déjà des compétences donc en design graphique ou en illustration et que ton but c'est simplement d'animer tes identités visuelles ou tes illustrations. Donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien que tu ailles apprendre des choses qui concernent la VFX. Genre sur After Effects, c'est un peu comme Photoshop, tu peux faire plein de choses, il peut y avoir plein de métiers finalement les uns dans les autres. Perds pas du temps à apprendre des choses à propos de particules ou des plugins qui vont pas trop te servir. Si ton but c'est juste d'animer de l'illustration. Donc encore une fois, c'est vraiment d'être conscient de ce vers quoi tu veux tendre. Et après, c'est d'établir un plan spécifique pour pouvoir arriver à ton but. J'espère avoir répondu à ta question. Alors j'ai une question de Charline de Saint-Flour. Quel est l'intérêt des expressions? Quelles sont tes ficelles? Alors, je ne sais pas si j'ai des ficelles pour les expressions, mais j'ai fait un petit article. J'ai fait un article sur l'initiation aux expressions sur After Effects. Je vais vous mettre ça en commentaire. Donc voilà, c'est un article qui montre un petit peu les bases et les expressions les plus courantes sur After Effects. Alors, quel est l'intérêt des expressions maintenant? C'est justement de te faire gagner beaucoup de temps et de pouvoir réaliser des choses qui sont très difficiles à faire quand tu mets juste des clés d'animation. Je prends un exemple, dernièrement, on m'a demandé de réaliser des timers avec différentes durées et avec des décimales pour des interfaces, donc des écrans tactiles. C'est très contraignant de faire ça à la main, d'autant plus que des décimales, c'est vraiment pas possible de le faire. Donc là, par le pied d'expression, j'ai pu créer comme ça un timer qui défile de 15 minutes à 0 et puis qui engendre certaines interactions à certains moments donnés précis sur la timeline. Donc ça, c'est un exemple type. Les expressions, pour moi, ça sert à automatiser pas mal de choses ou à créer justement, quand on veut des mouvements irréguliers, on connaît le wiggle par exemple, qui va permettre de générer finalement des mouvements qui vont être non répétitifs. Donc ouais, si je dois résumer, les expressions, ça sert vraiment à automatiser au maximum, à faire gagner du temps et à éviter de te prendre la tête. J'ai une question de Reda d'Algérie qui me dit « Faire la différence entre les différents effets et presets ». Donc un effet, c'est quelque chose d'interne au logiciel dans After Effects qui te permet de pouvoir appliquer, faire une modification sur tes calques d'une certaine manière. Donc il y a des effets vraiment très différents les uns des autres. Tu en as, je sais pas, je pense tu dois en avoir bien 200 des effets sur After Effects et ils ont plein de réglages et ils peuvent te permettre de faire plein de choses différentes. Le preset, c'est comme une animation déjà faite qui est un peu packagée et qui est mise en vente. Donc toi, après, tu n'as plus qu'à remplacer tes éléments. Alors, personnellement, je ne recommande pas du tout les presets. Surtout quand tu es un débutant et que tu veux apprendre, ça peut être pratique par la suite. Pour un monteur, par exemple, d'acheter quelques presets, pourquoi pas? Parce que tu vas avoir tes petits titres qui vont arriver de telle ou telle manière. Mais si ton but, c'est d'apprendre After Effects, le preset, c'est vraiment un mauvais plan parce que finalement, tu vas avoir un résultat, mais tu ne vas pas du tout comprendre comment aboutir à ce résultat. Tu ne vas pas non plus avoir la main, tu ne vas pas comprendre comment ça a été réalisé. Alors, tu peux fouiller un peu dedans et creuser, mais tu ne vas pas réussir à comprendre un petit peu comment c'est fait. Donc, tu risques finalement de t'habituer à un certain résultat, mais ça sera très difficile pour toi de t'en écarter. Donc, dans un premier temps, je te dirais, apprends les effets d'After Effects, mais va pas du côté des presets. Comment trouver des idées pertinentes et créatives malgré un planning et un budget de plus en plus restreint? Alors ça, c'est un freelance anonyme qui m'a envoyé cette question. C'est une très bonne question en tout cas. Premièrement, je dirais, il faut imposer ta manière de travailler. Parce que là, tu me dis, malgré un planning et un budget de plus en plus restreint. Donc déjà, ce n'est pas à ton client de déterminer combien tu vas coûter. Alors oui, certes, il vient avec un budget, mais toi, il faut que tu imposes ta manière de travailler. Alors ça se fait aussi par la pédagogie. Donc c'est pas facile à faire, mais c'est important que tu expliques ton processus
et que toi, tu as besoin de telle étape et de faire valider des éléments étape par étape pour aboutir à un résultat. En expliquant ta démarche et en expliquant ta manière de procéder, en expliquant ton processus finalement, tu leur indiques le chemin pour arriver d'un état A à un état B, donc un résultat. Et tu vas expliquer aussi qu'en respectant bien cette manière de faire, tu vas pouvoir aboutir à un résultat qui va être qualitatif et puis qui va leur coûter moins cher, parce que c'est le nerf de la guerre. Quand tu travailles avec un client, ton but c'est de résoudre ses problèmes. Et le nerf de la guerre, c'est que le client, il veut que tu arrives à résoudre ses problèmes pour le moins cher possible, certes. Mais toi, il faut lui expliquer que c'est pas à lui de dicter tes prix, ni sur ta manière de créer. Toi, tu as des principes et tu as des manières de faire qui vont aboutir à un résultat. Un deuxième conseil que je peux te donner, c'est de faire le tri dans tes clients. Tout simplement, ceux qui ne correspondront pas à ta méthode de travail, franchement, il faut peut-être mieux que tu t'en écartes. Il y a un truc intéressant à voir, c'est ce qu'on appelle le 20-80. Qu'est-ce que le 20-80? C'est souvent 20% des actions génèrent 80% des résultats. Et si on l'applique au domaine du freelance, ça serait 20% de tes clients vont te ramener 80% de tes revenus. Si on prend le truc à l'envers, 80% de tes clients ne te rapportent que 20% de tes revenus. Et souvent, c'est les 20% les plus relous. Donc eux, écarte-les. Vaut mieux que tu aies moins de clients, mais des clients plus qualitatifs qui vont revenir, avec qui tu vas avoir une bonne relation et qui vont mieux te payer, que d'avoir beaucoup plus de clients, mais qui finalement te font perdre du temps. Et si tu perds du temps, tu perds de l'argent. Petite pause café avec ma petite tasse Paris. Ok, je reprends. Curtis, 26 ans, qui vient de Gonesse, qui me demande comment faire pour développer ses idées et sa créativité. Ta question est une super question et ça me permet de vous présenter un peu ma méthode de travail. Moi je suis un grand fan de carnets. Alors pourquoi j'ai des carnets de toutes les tailles, des carnets pour le sac à dos quand je suis à l'extérieur, des carnets pour la maison. Et en fait, dedans, je vais faire des croquis, je vais faire des annotations, je vais écrire des trucs, faire des études, vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et ça me permet de conserver un peu toutes les idées que j'ai dans la tête. Donc là, il y a des petits dessins, des petites recherches. Ça prend plein de formes différentes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Il y a plein de choses différentes. Il y a des personnages. C'est vraiment un fourre-tout graphique. Dedans, je colle plein de trucs. Mais vraiment, il y a des dessins tout laids. Il y a beaucoup de dessins moches. Mais ce que je fais, c'est que j'ai vraiment, vu que c'est très personnel, vous êtes les premiers à qui je montre ça. Dès que j'ai une idée en tête, je dessine un petit truc, quelquefois sur un coin de feuille. Je vais la conserver même si je suis à l'extérieur et puis je vais la coller dans mon carnet. Ça me permet comme ça de conserver un petit peu toutes mes idées. Et puis un jour où je suis en manque d'inspiration, je peux juste consulter mes carnets et finalement je vais rebondir sur un petit dessin. Par exemple, là, il y a des petits dessins là qui me plaisent bien. Là, celui-ci, tout de suite, là, ça me donne envie de l'animer. Ça me donne envie de le refaire peut-être en animation traditionnelle sur Photoshop. Après, quelquefois, il y a des études. Là, je reconnais, ça, c'est des personnages de Dragon Quest. Donc, quelquefois, je regarde des choses et puis ça m'inspire. Là, c'est des planches qui sont inspirées donc, de vieilles publicités de Philippe Pal de 1938. C'est Georges Pal, pardon. Et c'est des publicités de la marque Philips. Et j'ai regardé un petit peu ces trucs-là et puis pour essayer de comprendre un peu comment il créait ces personnages, je les ai dessinés. Moi, je trouve que les carnets, c'est un super moyen de développer sa créativité parce que finalement, on oublie l'ordinateur pendant quelques temps, on dessine et il y a plein d'idées qui nous viennent comme ça. Voilà, par exemple, là, une petite étude avec un mini storyboard. Comme ça, quand j'ai une idée, je la traduis en quelques cases. Et puis, ça se trouve, je l'animerai jamais, mais en tout cas, j'ai du matériel pour ça. Là, pareil, je vous montre une petite étude sur les crash tests. J'ai envie de faire exploser les trucs, donc les crash tests, ça me semble très bien. Donc voilà. Là, encore une fois, une étude sur des musiciens. En ce moment, j'ai envie d'animer pas mal de musiciens. Et donc, voilà, je fais des petites études, je regarde des vidéos, je vois des musiciens, et puis j'essaye de traduire ça graphiquement. Donc voilà, donc je conserve en tout cas, dès que j'ai une idée, je l'écris au minimum. Ou si j'ai un peu plus de temps, j'en fais un dessin. Si j'ai encore un peu plus de temps, je vais en faire plusieurs cases.
et faire un mini storyboard. Et puis quand je finis par avoir beaucoup de temps, je le réalise tout simplement. Je te montre, Curtis, mon autre carnet. Ça, c'est un carnet mobile. Donc là, c'est essentiellement, par exemple, pour de l'identité visuelle. Un petit typo, des choses beaucoup plus abstraites. Recherche pour l'identité visuelle de Mappingmotion. Toutes sortes d'idées farfelues. Enfin voilà. Le carnet, je recommande, c'est le meilleur moyen de conserver ses idées et de développer sa créativité. En plus, de temps en temps, c'est super. Tu vas à la bibliothèque, tu prends un crayon, tu dessines, tu t'inspires, tu ouvres des livres et ça te permet de sortir de le copycat Pinterest ou Instagram. Voilà, amen. Bon voilà, c'est tout pour cette première vidéo de questions-réponses. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, un grand merci à tous ceux qui ont répondu au questionnaire. Je suis vraiment très content et j'ai vraiment apprécié énormément les retours que vous m'avez fait. Oh, j'ai tapé dans le micro, moi je suis un peu bête. Ça m'a permis vraiment d'avoir un lien direct avec vous. Enfin, je trouve ça vraiment génial, ça me donne envie de continuer encore davantage. Voilà, donc j'attends encore un peu plus de réponses. Donc surtout, je remets en commentaire et en description le lien vers le questionnaire. N'hésitez pas, ceux qui ne l'ont pas fait, à y répondre. Ça prend franchement 5 minutes. Et puis moi, ça va m'aider à créer le contenu dont vous avez vraiment besoin. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!